Nous avons vu que les queues de rats se forment autour d'enclaves plus dures dans un roc hétérogène, comme c'est le cas à Kentley. Voyons maintenant les autres S-forms sculptés cette fois-ci sur des surfaces homogènes. Par exemple, un courant rapide s'écoule à la surface d'un roc homogène. À la rencontre d'un relief, le courant linéaire se transformera en vortex. Le vortex ainsi généré prendra la forme d'une faucille, tout comme la cavité qu'il va creuser. D'où le nom allemand Sichelvane qui signifie une cavité en faucille. À haut débit, tout obstacle génère des vortex. Ces vortex s'atténuent naturellement, mais avant de s'éteindre, ils peuvent repercuter le roc pour former des formes telles que le Muschelbruch ou encore le Spindelflute. Lorsqu'un vortex repercute le roc obliquement, il s'évase latéralement, ce qui excave un Muschelbruch, soit une cavité en forme de moule. Si le vortex frôle le socle avec un angle plus faible, un Spindelflute apparaîtra. Un cavetto est un sillon excavé comme une sorte de tunnel semi-ouvert. De toute évidence, ni la glace ni sa moraine ne pourraient sculpter de telles corniches en surplomb. Dans ce cas, le vortex érode le roc en profondeur et surcreuse son sillon. Un sillon de queue de rat peut même évoluer vers un cavetto. Un cavetto peut aussi se développer le long de fractures préexistantes. Une ligne de courant longeant une paroi rocheuse se transforme en remous à la rencontre d'un obstacle. Ce vortex dont l'axe est vertical peut s'immobiliser et creuser une marmite, en anglais a pothole. Sur une surface plane, un vortex vertical peut se former à l'intérieur d'une dépression et la surcreuser en marmite. Nous pouvons observer ces tourbillons en action dans les gorges à grand débit. Au pont de Poite, dans le Jura, nous pouvons observer une quantité importante de marmites creusées dans le lit de l'Ain. En été, ces marmites deviennent très apparentes lorsque le niveau d'eau est bas. L'érosion demeure minime. Au printemps, les grandes crues élèveront le niveau de l'Ain. C'est alors que les vortex se réanimeront avec leur puissant pouvoir abrasif. À Kentley, cette grande demi-marmite contient des petites queues de rats indiquant que le vortex s'évacuait vers le haut. Mais en fait, ce canal serait plutôt une sorte de cavetto qui évacuait vers le haut une eau à très haute pression. Car il faut comprendre que dans les rivières torrentielles, les parois des marmites sont érodées soit par des courants horizontaux, soit par des courants descendant vers le fond. Aux Pays-Bas, la topographie garde en mémoire des cicatrices laissées par la célèbre inondation de Noël 1717. Les Hollandais ont été les premiers témoins à observer des tornades d'eau arracher des blocs de plusieurs tonnes. Après le déluge, ils ont même observé d'énormes marmites qu'ils ont appelées kolk, ce qui signifie gouffre ou abîme. Dans sa publication The Grand Coulee en 1932, Harlan Brett publie des images de kolk d'une profondeur de plus de 15 mètres. Ce n'est que 40 ans après que les géologues vont reconnaître que seul un gigantesque déluge est capable de creuser de telles marmites. Les courants turbulents peuvent aussi engendrer d'autres types de S-formes de grande dimension. Par exemple, lorsqu'un courant à grand débit rencontre une paroi, il se forme un immense tourbillon. Ce vortex creuse en amont ce que l'on appelle une fosse transversale. La topographie du socle va graduellement se profiler en une pente plus douce.
L'obstacle s'atténuant, le vortex transversal va laisser place à une multitude de mini-vortex ascendants qui s'évacuent avec le courant. Le socle rocheux peut parfois exhiber d'immenses flûtes que nous appelons rochers profilés. L'association de ces rochers profilés à la famille des S-formes est sujette à controverse. Contrairement aux roches moutonnées, les rochers profilés ont leur pente amont plus accentuée que leur pente aval. De plus, l'ensemble des courbes leur confère un aspect hydrodynamique, alors que les roches moutonnées ont leur côté aval fracturé et non profilé. À Kentley, une immense enclave de granit a fait obstacle au courant, ce qui a généré un immense rocher profilé. De par la controverse qu'elle suscite, les rochers profilés sont à l'origine d'une multitude d'appellations, telles que Drumlin rocheux, en anglais Streamlined Rock Ridge, Tadpole, Rock Drumlin, Drumlinoid. Concernant les S-formes, revenons au site de Kentley qui nous réserve d'autres surprises. Dans son intégralité, le socle est à la fois sculpté par les S-formes et rayé de stries glaciaires. On peut s'étonner de cette superposition. En effet, ces deux forces en jeu peuvent annihiler leurs effets respectifs. Pour comprendre ce dilemme, nous allons examiner trois hypothèses de travail. Pour presque tous les glaciologues, les S-formes sont liées à l'évacuation des eaux sous-glaciaires, soit à l'air libre juste sur le front du glacier, soit sous le glacier même. Étudions ces deux premiers cas. Premièrement, l'Inlantis laurentien est en phase de retrait, laissant derrière lui un paysage dont le socle rocheux est entièrement strié. Le site de Kentley se situerait en marge du glacier à l'air libre. Soudainement, les eaux sont violemment éjectées hors de la base du glacier par un tunnel de fonte. Les Islandais appellent cette catastrophe un jökulhlaup. Lors d'un tel phénomène, les puissants vortex sculpteraient des S-formes tout en polissant le roc, éliminant ainsi toute strie glaciaire préexistante. Ce premier modèle n'explique donc pas la coexistence des stries glaciaires avec les S-formes. Dans un deuxième modèle, l'action abrasive du glacier doit intervenir pour générer des stries. Imaginons un immense glacier entre 1 et 2 km d'épaisseur recouvrant la région de Kentley. Sous ce poids, l'eau subglaciaire atteint une pression très élevée. Imaginons que cette eau se libère soudainement lors d'un jökulhlaup. Ce violent écoulement planaire sculpte alors d'énormes queues de rats sous l'effet de violents vortex. Après cette évacuation, le glacier devrait en principe s'affaisser et refermer le vide sous-glaciaire, puis reprendre sa mobilité habituelle. Ce modèle nous laisse donc entrevoir l'apparition des stries, mais il a une faiblesse. En effet, le glacier, en un temps très court, sous le puissant roulement de sa moraine, pulvériserait alors l'œuvre de l'eau, c'est-à-dire les S-formes. Nos deux premiers modèles sont donc non pertinents. Pour solutionner cette énigme, notre modèle doit permettre aux deux forces en jeu de se conjuguer tout en épargnant leurs signatures respectives. Le troisième modèle peut solutionner ce paradoxe. Imaginons un grand volume d'eau s'accumulant sous un secteur du glacier laurentien. Soudainement, dans les environs de Kentley, cette pression d'eau détache un immense lobe du glacier de son assise. Le lobe de glace se met alors à glisser comme la planche d'un surfeur tout en butant et en ricochant sur le socle rocheux. Ce modèle permet à l'eau et à la glace de conjuguer leurs actions tout en épargnant leurs signatures respectives. Cette catastrophe marquerait donc le retrait final du glacier laurentien dans ce secteur. Nous pourrions supposer que Kentley ne serait qu'un événement régional sans controverse, mais pour certains géologues canadiens et américains, Kentley s'harmonise avec les indices d'une catastrophe de plus grande envergure, le déluge algonquin.